Je me tourne maintenant vers notre second invité après le décor qui a été planté par Maître Sanviti et son ouvrage sur les guerres de conquête à Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme. Bon, Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, déjà, bonjour et bienvenue dans cette émission de Géopolitique profonde dont vous êtes un habitué. Merci, Monsieur Stocker, de m'inviter à nouveau dans vos studios. On vous connaît dans les matinales. Je rencontre des gens absolument passionnants. Et alors j'aimerais faire une ou deux petites, parce que j'ai écouté... Alors déjà, vous savez comment on fait normalement dans ces émissions. L'animateur pose des questions et l'invité y répond. Est-ce que ça vous convient comme ça? Ça me va très bien, mais j'aimerais bien dire une ou deux petites choses à propos de ce qui a été dit. Alors, vous allez bien sûr pouvoir y réagir. Moi, le cadre général de la question, et après vous pourrez aller évidemment sur ces réactions, c'est je dirais, les féodalités. On parle des nouvelles féodalités et des féodalités mafieuses. Comme quoi, finalement, à écouter le républicain Roland Sanviti, finalement, il y a toujours eu ce type de féodalité, et ce n'est qu'une nouvelle forme que prend dans les guerres de conquête au XXIe siècle, ces féodalités. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe? Ça sera ma question. Mais si vous voulez commenter auparavant, allez-y, je vous en prie. Ça rejoint le petit détail auquel je voulais parler. C'est-à-dire que je trouvais que la comparaison était un peu rapide entre la monarchie, la Camorra et la mafia. Alors, oui, vous aussi, voilà, ça m'a chatouillé un petit peu. Mais bon, pourquoi pas? Alors, c'est vrai qu'à l'époque féodale des seigneurs, on peut appeler ça comme ça, les seigneurs prélevaient un impôt sur les agriculteurs, les fermiers, enfin les éleveurs, etc., etc., mais afin d'entretenir le château, les remparts, le donjon, où on stockait tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'ils prélevaient un impôt, etc. C'est que les seigneurs, eux, n'avaient pas le droit de travailler. Alors on dit oui, c'est fantastique, ils n'avaient pas le droit de travailler. Bon. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas le droit de travailler? Si les seigneurs étaient forgerons ou éleveurs ou agriculteurs, s'il y avait un ennemi, un envahisseur qui arrivait, il allait dire non, j'ai pas fini de forger le je sais pas quoi, ou j'ai pas fini ma récolte, ou j'ai pas fini ma tapisserie, donc je vais pas faire la guerre. Ils n'avaient pas le droit de travailler parce qu'ils devaient être prêts à tout moment à faire la guerre. Maintenant, j'aime assez la comparaison avec l'impôt, ce qui est prélevé à titre mafieux. Et alors là, peut-être qu'on arrive un petit peu... Je vous sens et coquin aujourd'hui. Merci, oui, voilà. Monseigneur. Je pense qu'aujourd'hui... Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui en France, où nous sommes le pays en Europe où les prélèvements obligatoires et la fiscalité est la plus forte, est-ce que vous essayez de nous dire que finalement, les Français sont esclaves aujourd'hui de ce gouvernement qui nous mène à la faillite? D'une nouvelle féodalité, noblesse d'État, féodalité, qui serait par ailleurs un peu une mafia aussi. Voilà, c'est à ça. C'est ça votre questionnement. C'est le petit, le chemin que j'ai fait en vous écoutant. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on revient à l'actualité avec 3 milliards et quelques de dettes, avec 110%, 3160, comme ça. 3280 maintenant. Oui, tous les jours on gagne. Tous les jours on gagne, c'est fantastique. C'est fantastique. On a plus de 110% du PIB, c'est extraordinaire. Et on veut augmenter les impôts. Alors bon, moi j'ai envie de dire, ça fait des lustres qu'on augmente des impôts, et la solution n'est pas celle-là, parce que visiblement le problème est toujours là. Donc il faudrait essayer de trouver d'autres choses. Vous voulez qu'on laisse Roland Sanviti répondre sur ce questionnement? Oui. Roland, donc voilà, est-ce qu'il y a des nouvelles féodalités? Est-ce qu'ils sont au service de nouvelles mafias? Oui, non, mais c'est important d'ailleurs. Simplement, ce petit rappel pour ce qui concerne la noblesse et les féodalités de l'Ancien Régime. Elles étaient fondées sur le don du sang. C'est-à-dire que vous aviez des noblesses immémoriales où le privilège qu'on a évoqué à l'instant était fondé sur le fait qu'il fallait défendre. Il y avait ceux qui savaient se battre, aller à la guerre et qui pouvaient être anoblis. Et d'ailleurs, pourquoi on parle de noblesse immémoriale? Tout simplement parce qu'on n'en connaît pas les sources. C'est-à-dire que les sources, pour ceux qui ont travaillé sur les institutions de cette époque, on dit immémorial parce qu'à un moment, vous avez des hommes qui ont défendu en quelque sorte leurs terres. Alors après, prenez le nom de leur territoire, les seigneuries, vous avez eu effectivement Clovis, Charlemagne, etc. Vous avez l'anoblissement, mais d'une certaine façon, vous avez l'ancêtre de Talleyrand Périgord qui s'adresse, le roi lui dit « mais qui t'a fait compte ?»
Et l'ancêtre de Talleyrand lui répond, mais qui t'a fait roi ? En fait, vous revenez toujours, lorsque vous évoquez la noblesse immémoriale, vous revenez toujours à la poule et à l'œuf. Vous ne savez pas qui a commencé, mais vous avez eu effectivement des hommes qui ont pris le pouvoir et qui ont institué petit à petit, cette forme de noblesse, mais qui était fondée d'ailleurs sur le don du sang. Et ensuite, vous avez une noblesse qui a été une autre noblesse qu'on a évoquée, c'est la noblesse de robe, n'est-ce pas, les parlements. Mais concrètement, par rapport à aujourd'hui. Mais par rapport à aujourd'hui, c'est pas du tout je ne veux pas du tout éluder la question. Ce que je veux dire, c'est que la notion d'empire, je ne l'enferme pas dans le périmètre du territoire français. C'est-à-dire que la France est un pays qui aujourd'hui a été conquis, comme l'Europe, n'est-ce pas, et qui, en quelque sorte, est sous la coupe d'une finance mondiale, qui est elle-même contrôlée dans des conditions qu'on pourra développer, notamment. Alors là, vous avez les belligérants, et qui sont revenus, je dirais, sur le champ de bataille, ont évolué au cours du XXe siècle. C'est-à-dire que ce que vous évoquez tout à l'heure avec la City a dû sa puissance au XIXe siècle avec la montée en puissance de la finance, avec les marchés financiers. La création, Galbraith, dans un ouvrage sur les mensonges de l'économie, évoque la création, par exemple, de la société anonyme. La société anonyme, ensuite, vous avez eu la création des institutions juridiques et comptables, comme la fiducie, les trusts, par conséquent, qui sont des créations qui créent en quelque sorte une opacité. C'est-à-dire que vous ne savez plus à un moment qui détient vraiment le capital. Oui. Vous avez eu des mandataires, vous avez la fiducie, elle a été créée, et la finance a bénéficié de la société anonyme, de la création de ces institutions juridiques. C'est ça qui est très important. Plus que la finance, ce qu'on imagine dans votre livre, c'est que c'est même des réseaux mafieux qui peuvent mais c'est par l'intermédiaire. Se cacher derrière ces sociétés. C'est ce qui s'est passé. Là où je dis que ça a été le cheval de Troie. Ce qui est intéressant comme étude, et d'ailleurs les ouvrages qui sont consacrés à ce sujet, maintenant il y en a beaucoup, ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est que en créant ces institutions juridiques et comptables qui favorisent une forme d'opacité, on a, sans le savoir à l'époque, favorisé petit à petit la pénétration, et c'est ce que dit d'ailleurs Falcone. Falcone, dans son ouvrage, lorsqu'il écrit avec, comment s'appelle-t-elle, Marcel Padovani, c'était 1 an, il a été assassiné le 23 mai 92, ça devait être en 90-91, enfin si on prend approximativement. Falcone, et ça a été repris d'ailleurs dans un rapport du Sénat. Il y a eu un rapport du Sénat... Qu'est-ce que dit Falcone ? Alors non, mais Falcone s'est repris dans le rapport du Sénat. Le rapport du Sénat l'indique, cite Falcone, la pénétration de l'argent criminel de la mafia dans l'économie légale, c'est le Hezbollah, il l'écrit à l'époque, c'est le Hezbollah et 1000 milliards de dollars. C'est repris dans le rapport du Sénat. Le rapport du Sénat sur le trafic de la drogue dans l'espace Schengen, c'est un rapport que vous pouvez trouver qui est officiel. Il cite Falcone. C'est pour ça que je me suis permis de rappeler le rapport du Sénat, parce qu'il cite Giovanni Falcone. C'est-à-dire que Giovanni Falcone, déjà à l'époque, considérait que la pénétration de l'économie criminelle dans l'économie légale, par le biais des profits du trafic de la drogue notamment, allait permettre la prise de contrôle d'une partie de la finance mondiale. Et c'est ce qui s'est passé. Mais aussi, concrètement, des entreprises, de ces sociétés anonymes, elles ont des conseils d'administration, donc vous pouvez avoir d'ailleurs c'est très simple, ça, les ouvrages d'ailleurs l'ont parfaitement décrit, vous n'avez jamais eu vraiment de guerre contre le trafic de la drogue. Vous avez eu des guerres pour le contrôle du trafic de la drogue. Vous prenez le début du XXe siècle, et notamment que ce soit l'intelligence service, le Mossad, la CIA, le Mossad après avec la création de l'État d'Israël en 1948, vous avez eu tous les services spéciaux de tous les pays se sont financés également par le trafic de la drogue, par des réseaux plus ou moins arrivaient. L'arrivée sur ce champ de bataille d'organisations criminelles qui ont pris de plus en plus de puissance, c'est qu'ils ont été obligés de discuter quasiment à armes égales. Et en plus, à la fin, si vous voulez, du XXe siècle, avec la création de la Réserve fédérale en 1913, ce sont des banques privées, par la City, par des banques d'ailleurs. Alors là, c'est là où, lorsqu'on évoque l'aspect financier, et moi j'ai été confronté plusieurs fois, on vous traite d'antisémite. Pourquoi ?
Pourquoi ? Mais tout simplement parce que... Quelle drôle d'idée. Mais c'est complètement stupide. Complètement stupide. Pour la raison suivante. C'est que dans la création de la Fed, vous avez pu avoir des banques juives, n'est-ce pas ? Vous avez Goldman Sachs, vous avez d'autres banquiers, mais vous avez Morgan, vous avez Rockefeller. N'en rajoutez pas trop, là, parce que on va finir par le croire. Mais non, mais vous avez des banquiers qui venaient de la City, qui n'étaient pas du tout... Bon. Oui. Et par conséquent, on se sert... Vous n'avez pas cité beaucoup. On se sert des banques juives, si vous voulez, comme bouc émissaire, pour justement, comme écran, pour ne pas discréditer justement cette finance. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Et les banques juives servent en quelque sorte. L'antisémitisme, c'est la sanction. Dès que vous parlez de finance, c'est justement pour empêcher d'évoquer cette finance, c'est tout. Bien sûr, ça permet un voile pudique sur des activités qui, elles, sont bien mafieuses. Oui, mais là-dedans, vous avez des banques et vous avez des organisations criminelles qui peuvent être terroristes. Actuellement, vous avez des États qui sont cités et qui financent le terrorisme, comme d'autres financent d'autres organisations mafieuses. Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme a un petit grain de sel supplémentaire, peut-être, par rapport à ce qui vient d'être dit. Je ne peux pas m'empêcher de rebondir de temps en temps sur certaines choses. Et un jour, on m'a dit que la noblesse, en plus je reviens là-dessus, parce qu'en France, était en voie de disparition, et ce dont auquel j'ai dit, mais oui, absolument. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison avec l'Angleterre, où vous disiez que c'était quelque chose... Enfin, bon, bref, en Angleterre, où la reine a anobli Sean Connery, où la reine d'Angleterre a anobli Stirling Moss, qui était un pilote automobile. Donc, je me suis amusé à répondre à ce monsieur. Si la France était encore une monarchie, il suffisait de faire quelque chose d'exceptionnel pour son pays pour être anobli. Il est évident qu'en France, avec la République, ça ne fonctionne plus comme ça. On a peut-être eu la Légion d'honneur, d'ailleurs, il suffit de marquer un but pendant la Coupe du Monde pour avoir la Légion d'honneur. Enfin, Sir Alex Ferguson, justement, a été anobli par la reine, je vous ferai remarquer, contre-exemple, en tant qu'ancien entraîneur de Manchester United. Oh, ils ont gagné combien de fois, hein. Enfin, voilà. Beaucoup, souvent. Enfin, mais c'est du football. Je vous rejoins tout à fait que la France, aujourd'hui, gesticule tant qu'elle peut, mais qu'elle a totalement perdu sa souveraineté face à l'Europe qui, elle... Mais est-ce que vous validez cette notion de guerre de conquête ? Vous êtes par exemple un grand défenseur du patrimoine, Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme. Est-ce que dans ce parasitage, cette guerre de conquête, on a l'impression que ce qui est le final, c'est ni plus ni moins le pillage des États ? Parce que d'abord on les conquiert, ensuite on les pille. Est-ce que ça, vous êtes d'accord ? Et après on relancera... Je suis totalement d'accord avec ça, et on le voit depuis un certain temps déjà, et dernièrement avec l'Ukraine, qui est l'exemple le plus parfait de pillage d'une nation par des pays qui fournissent de l'armement. Et des groupes, pas seulement des nations, BlackRock et autres, non ? Et des pays qui fournissent de l'armement contre... Alors certains gratuitement, parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement, parce qu'on les oblige, et d'autres qui font ça sous forme de prêts. Alors comment est-ce que les pauvres Ukrainiens vont pouvoir rembourser tout ça maintenant que leur pays, il ne reste plus rien ? Alors on peut s'amuser à réfléchir à ça. Alors il va falloir le reconstruire, le pays. Qui va le reconstruire ? Et puis les terres ukrainiennes, qui étaient quand même fournisseurs de céréales pour la moitié de la planète, ont un petit peu moins. Qui rachètent toutes ces terres Et puis les projets sur la Russie. Et les projets sur la Russie. Parce que là, Roland Sanviti parle de guerre de conquête, Roland, mais justement, s'il y a bien des guerres pour essayer de conquérir et piller des territoires tels que celui de la Russie, si c'est pas la meilleure manière de démontrer tout ce qui est écrit dans cet ouvrage, mais je vous laisse continuer si vous voulez. Non, sachant que le temps tourne. Allez-y. Oui, je crois que la notion de guerre de conquête, et là on vient de le rappeler à l'instant, à toutes les époques, pourquoi il fallait évoquer l'Empire ottoman, tous ces empires ? C'est que le but a toujours été de conquérir les richesses du vaincu. Toujours. Bien. C'est la forme qui a modifié, qui a changé. Les biens de l'autre. Voilà. Ouais. Et vous avez dans l'ouvrage, dans mon ouvrage, j'ai évoqué en fait la finalité pour permettre de mener ces guerres, avant d'arriver à la solution ultime, qui est celle que vous évoquez, par exemple, avec les guerres comme en Ukraine, vous avez une guerre qui, pour ce qui me concerne, est quotidienne, au travers de l'expansion du trafic de la drogue, au travers de la corruption, de la trahison, des marchés financiers, des manipulations financières.
Et la volonté, en quelque sorte, c'est diviser pour régner. Oui. Diviser pour régner. D'où la disparition, la volonté de tous ceux qui sont à la manœuvre depuis, je dirais, allez, ça a commencé au début du XXe siècle et ça s'est aggravé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, on l'a vu avec, et ça a été décrit dans des ouvrages, à savoir que la finance qui était contrôlée, puisque les États-Unis sont contrôlés par la Fed, le complexe militaro-industriel, on ne peut pas considérer la démocratie comme ayant existé un tant soit peu aux États-Unis. Elle n'a jamais existé vraiment. Bien. Par conséquent, les services comme la NSA, la CIA, le complexe militaro-industriel, travaillent d'une certaine façon pour la finance qui contrôle les États-Unis et qui a souhaité, d'ailleurs au travers... Pour vous, la finance contrôle les États-Unis ? Ah, la finance, oui, la Fed, l'argent, les grands banquiers, les grandes finances contrôlent les États-Unis. Et vous avez, au travers des fonds de pension qui sont connus maintenant, BlackRock, Vanguard, Carlyle, etc., vous avez 147 qui ont été identifiés. Il y a eu des articles là-dessus. Vous avez 147 établissements financiers et multinationaux qui contrôlent à peu près 80% de l'économie mondiale. Bien. Donc, ce travail de conquête... Vous travaillez avec Claude Janvier sur ces sujets, je crois. Oui, Claude Janvier, Jean-Louis Zambert. Il y a des ouvrages, des articles qui sont sortis sur ces sujets qui sont parfaitement connus. Et par conséquent, comment dire, cette notion toujours de diviser pour régner, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un ouvrage écrit, il y a 2 ouvrages israéliens qui sont très très importants. Et vraiment, je ne pensais pas qu'on aurait l'occasion, et je les ai repris dans mon ouvrage. Il y a 2 ouvrages très importants. Vous avez tout d'abord un ouvrage qui a été écrit, et je ne veux pas écorcher son nom, par Yoram Hazony, « Les vertus du nationalisme ». Ça, c'est quand même fondamental. Et dans cet ouvrage, il y a une préface, et c'est pour ça que je tiens à lire la préface de Gilles William Goldnadel. Gilles William Goldnadel, dans la préface, a résumé « L'État-nation est le modèle politique, sinon le meilleur, en tout cas le moins mauvais ». C'est très important. L'État-nation est le modèle politique, sinon le meilleur, en tout cas le moins mauvais. À mi-chemin entre la tribu trop petite et l'empire trop vaste. Et là, vous avez tout résumé. Le deuxième ouvrage est l'ouvrage... Mais on a besoin de Goldnadel pour savoir ça ? Mais oui, parce que les Français, la destruction, faire disparaître la France, l'État-nation dans l'Europe, que la leçon vienne d'Israël, je crois que c'est une leçon tout de même qu'il faut que les Français apprennent. C'est-à-dire la reconstitution de l'État-nation et la souveraineté française va passer par là. C'est-à-dire la prise de conscience qu'il y a un empire qui est mondial, qui tend justement à étendre sa toile sur toute la planète, avec une confrontation qui est tout à fait nouvelle avec la Chine, l'arrivée de la Chine, de la Russie, du Pakistan, de l'Inde et de ces pays, même de l'Arabie Saoudite, qui tend à s'affranchir, n'est-ce pas, de la tutelle américaine. Donc là, on ne sait pas du tout où nous allons. Nous ne savons pas du tout ce qui va se passer. En revanche, ce qui est très important, c'est le diagnostic que vous établissez aujourd'hui. Le rappel de l'État-nation et des vertus du nationalisme par Israël doit être un exemple pour la France, premièrement. Il y aura un débat. Honnêtement, on n'aura pas le temps aujourd'hui, Roland, de faire ce débat, mais à mes yeux, la nation israélienne n'a que peu de rapport avec l'universalisme de la nation française. Je pense qu'entre un État confessionnel tel qu'il existe aujourd'hui, basé sur un élément ethnique clairement défini, et d'un autre côté la nation française dans son universalisme et sa laïcité, à mon avis, c'est pas la même nation. Mais c'est un autre débat. Je vous en prie, continuez. Et je voulais le dire quand même. Et le deuxième aspect, oui, mais on peut aller... On fera un débat un jour sur le sujet, si vous voulez. Attendez, ça me permet, excusez-moi, ça me permet d'évoquer un sujet, là où je suis en désaccord, vous allez comprendre pourquoi. Là, vous avez des discussions actuellement sur la notion d'État et la notion de droit. Nous ne sommes plus en état de droit. Or, en France, oui. Nous ne sommes plus en état de droit. Or, pour rétablir la notion, vous devez passer justement pour rétablir le rôle de l'État et la place du droit. Oui. Le professeur de droit constitutionnel Burdeau, indiquait l'État et le droit sont consubstantiels. L'État et le droit sont consubstantiels l'un de l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'au travers de l'État et le droit, vous pouvez retrouver la nation française, indépendamment de la religion et de l'ethnie. Mais je ne vois pas le rapport avec l'État d'Israël. Là. Ah ben si, parce que l'État d'Israël, les vertus du nationalisme, avec ce que vous dites, c'est lorsque vous citez, lorsque l'on accuse les Français de nationalisme par rapport à l'Europe,
vous avez le meilleur exemple qui vient d'Israël. Vous avez un Israélien, et le résumé de Gilles William Goldadel va de toute façon dans notre sens. C'est-à-dire que si vous voulez protéger les citoyens français, vous êtes obligé de rétablir l'État et le droit. Alors, j'avais pas prévu du tout d'échanger sur ce sujet, mais là, par contre, j'ai un grand témoin. Et là, il va pas falloir qu'il se défile. Est-ce que cette nation qui a été construite, vous êtes un héritier direct de Louis XIV? Vous ne pas me dire le contraire. Mais certainement. Donc, en tant que Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, est-ce que, pour vous, il y a un quelconque rapprochement que l'on peut faire entre l'État d'Israël tel qu'il a été créé après-guerre avec ce qui a été bâti par vos ancêtres? Est-ce que c'est le même État-nation? Est-ce que c'est la même philosophie qui y préside? Soyez... allez, ne vous défilez pas. Moi, je pense qu'on peut faire tout un tas de comparaisons absolument fantastiques. Oui. Mais qu'il faut laisser l'État d'Israël avec son histoire et laisser la France avec la sienne. Je ne pense pas qu'on puisse comparer les deux. Une a plus de 1000 ans d'histoire derrière elle, l'autre, c'est assez récent, finalement. Bon, on pourrait remonter avec l'État juif, hébreu, etc., jusqu'à Jésus-Christ, où on pourrait dire que ça date depuis un certain temps, mais Israël tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est quelque chose de récent. Et vous répondez pas vraiment. Non, vous voulez pas répondre. C'est pas grave. Non, je crois que Nicolas, effectivement, ça mérite. Non, là, il y a un malentendu. Alors, le transfert, la comparaison n'a rien d'ethnique, de racial, d'ethnique, de religieux. C'est pas l'État. Je parle de la notion de nationalisme. Ouais. Le nationalisme tel que le fait que ça vienne d'Israël, de dire le rappel des vertus du nationalisme, le nationalisme n'est pas un péché. On n'a pas à être traité dès l'instant où on est souverainiste et patriote. D'accord. Le nationalisme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement. Je vous rappelle. Non, mais c'est très important. C'est très important. Quelle est la raison d'être de l'État? L'État et le droit. La seule raison d'être de l'État, c'est l'armée et la justice. Oui. Ce sont les pouvoirs régaliens. Oui. Vous ne devez pas sortir de là. La seule raison d'être de l'État, et même dans l'Ancien Régime... Peut-être battre la monnaie un peu. Oui, non, mais la monnaie vient après. La monnaie... le contrôle de la monnaie... la monnaie a toujours existé pour les échanges commerciaux, battre monnaie, etc. On est tout à fait d'accord. En revanche, s'il fallait justifier... Non, pourquoi ? Parce que la monnaie, c'est une chose, mais la vie humaine, c'est autre chose. Allez-y. L'armée, la défense contre l'ennemi, c'est l'État. Le citoyen délègue. Pourquoi on est d'accord, mais quel est le rapport avec l'État d'Israël? Je comprends toujours pas. Le nationalisme. La nation, vous reconstituez la nation au travers de l'État et du droit. Le droit, qu'est-ce que c'est? C'est l'adhésion des citoyens à des règles communes. Que vous soyez, vous pouvez très bien, vous avez regardé le consistoire, regardez sous Napoléon, vous avez la communauté juive, elle a adhéré aux institutions de l'Empire et elle est parfaitement intégrée dans la République française. L'exemple de la Hongrie de Orban, de la Russie de Poutine, je suis désolé, ce sont des États aussi. Non, je ne suis pas d'accord. Vous restez sur la France. La France a une particularité. La France, c'est pas Israël. Non, mais la France, c'est pas Israël, c'est pas la Hongrie. La France a eu, je suis désolé, la France a eu... Pourquoi la France est actuellement le pays à abattre? Pourquoi? À cause de son histoire de l'Ancien Régime. À cause de la Révolution française qui a ébranlé les monarchies de l'Empire occidental. Pourquoi? Et vous avez ensuite... Son origine chrétienne. Comment? Son origine chrétienne. Son origine chrétienne, absolument. Là, je suis totalement d'accord. Et là, vous avez avec la monnaie, avec la finance, vous avez effectivement la monnaie, la finance n'était pas l'apanage des catholiques, de la chrétienté. L'argent était secondaire. C'était tout à fait bien. Et donc, la montée en puissance de la finance, la France est le pays à abattre. Pourquoi je fais référence à Israël? Tout simplement parce que vous avez un intellectuel, un écrivain israélien qui évoque les vertus du nationalisme. Donc, lorsque on est français, que l'on est patriote et que l'on est souverainiste, on nous traite de nationalistes. Je dis, l'Israël, tout simplement en Israël, autrement, vous ne pouvez pas faire la même comparaison. Est-ce qu'on peut, parce que vous savez qu'il reste que 8 minutes, Roland Sanviti, avancer. Et on a compris, votre argument est parfaitement clair et limpide, et vous avez pu
pleinement l'exprimer, comme à mon avis dans aucun autre média. Est-ce qu'on peut terminer? Vous aviez 2 citations. Alors, le deuxième aspect, ce sont les assassinats ciblés du Mossad. Pourquoi? Parce que la montée en puissance des organisations criminelles et des organisations terroristes a mis en évidence quelque chose qui n'a jamais existé, qui n'a pas été porté sur la place publique et qui l'est maintenant. Vous avez un journaliste, Ronen Bergman, journaliste israélien, qui vient compléter les vertus du nationalisme, qui explique justement que les Israéliens, pour assurer la défense de l'État d'Israël, ont dû recourir, comme l'a fait d'ailleurs la CIA et tous les services spéciaux de tous les pays, à des assassinats qui ne sont jamais apparus d'une façon ostensible sur la place publique. Ouais. Et ça, c'est le deuxième aspect sur lequel nous travaillons. Pourquoi? En quelques minutes. Vous avez vu apparaître à l'époque des Jeux Olympiques, lorsqu'il y a eu l'assassinat, n'est-ce pas, des Israéliens, on sait que le Mossad s'est lancé à la chasse, à tout à fait à juste titre. Il l'avait fait d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale contre les nazis. Hein, ça, c'est très connu, c'est pour ça qu'il y a eu le procès de Nuremberg. Mais vous avez eu également des assassinats d'anciens nazis. Et ça, c'est quelque chose qui a été évoqué tout simplement parce que ça a été justifié par la Shoah. Bien. Vous avez eu justement la montée en puissance des organisations criminelles qui, elles, se livrent également des assassinats. Ce qui fait que ça n'apparaît jamais sur la place publique, mais vous avez eu une guerre souterraine de services spéciaux, d'organisations criminelles pour le contrôle d'une économie criminelle. Bien. Et la vulnérabilité de tous les pays comme les États-Unis, l'Angleterre et les pays européens, contrairement à la Russie, à la Chine, c'est que les services spéciaux, plus ou moins, ont été obligés de composer avec ces organisations. Donc l'intérêt de l'ouvrage, et là on n'a pas le temps de le développer aujourd'hui, mais on pourra y consacrer une émission, l'intérêt de l'ouvrage « Lève-toi et tue le premier », c'est que le passage des assassinats contre d'anciens terroristes, des terroristes comme on l'a vu aujourd'hui, mais avec des armes conventionnelles plus sophistiquées comme les drones, comme ce qui s'est passé actuellement au cours des dernières semaines. Mais vous avez également, dans cette guerre souterraine, et ça c'est très important, pour le contrôle des différents trafics, ces assassinats avec des services spéciaux confrontés à des organisations criminelles et des organisations terroristes. Alors, dites-moi un petit peu où vous vouliez en venir pour la conclusion par rapport à ces 2 exemples que vous avez donnés. Les 2 exemples, c'est très simple. C'est que si on veut un jour, petit à petit, rétablir la souveraineté de la France, il va falloir renforcer le pouvoir de l'armée et le pouvoir de la justice. On n'y coupera pas. Ah, on n'y coupera pas. C'est la seule. Ce sont 2 institutions cardinales. Si vous voulez que la France retrouve aujourd'hui un peu de souveraineté, ce sont des réformes institutionnelles qui vont passer par... Mais est-ce qu'elle peut le puiser dans sa propre histoire, ces réformes? Ah, mais absolument. Sans aller chercher un exemple étranger. Ce sont les sources que l'on évoquait tout à l'heure avec la noblesse d'Ancien Régime. Voilà. C'est-à-dire que la noblesse d'Ancien Régime devait ses privilèges au don du sang. C'est-à-dire qu'il faut que l'armée, la police, la gendarmerie aient d'abord un autre statut, une autre rémunération, et la justice ne doit pas être une autorité, mais un pouvoir. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.